c'est maintenant aux Africains d'avoir cette prise de conscience, de laisser tomber les petites querelles de chapelle qui nous ont opposés les uns aux autres sur le continent et de raisonner un peu sur la première idée que le roi Mohamed V, ici dans ce pays, à la fin des années 50, oui, à la fin des années 50, au moment où on parlait de décolonisation du continent, ici dans ce pays et dans cette ville de Casablanca, le roi Mohamed V a réuni les Africains pour faire une projection sur ce que devrait devenir l'africanisation. Mais nous avons vu aussi qu'à cette époque, cette idée n'avait pas abouti parce que les anciennes puissances coloniales étaient encore trop fortes. Aujourd'hui, quand même, la situation a changé, l'Afrique a évolué. Nous avons aujourd'hui sur le continent africain des cadres de très haut niveau, ce qui n'était pas le cas à la fin de la période coloniale. Aujourd'hui, les Africains ont des cadres de très haut niveau, pour la plupart formés dans les écoles et les universités les plus prestigieuses de la planète. Donc aujourd'hui, nous avons beaucoup de cadres africains qui comprennent ce que sont les enjeux internationaux, dans quel genre de défis notre continent est désormais engagé. Et l'Afrique n'est plus cette Afrique de la fin du dernier millénaire qui était presque sous assistance permanente. En fait, il a des questions que vous avez. Ah oui, justement, oui, c'est un bon exposé, on va profiter de son excellence, oui. Et donc, en fait, le véritable problème que nous avons aujourd'hui, et qui est même un atout pour le Maroc, c'est que nous avons ici aujourd'hui un roi qui est jeune et qui a réussi à reprendre le flambeau laissé par son grand-père en s'investissant désormais dans une vision panafricaniste. Et c'est le rôle que joue aujourd'hui le Maroc. C'est pour cela que la plupart des pays africains sont en devoir de s'identifier ou de se reconnaître dans ce leadership marocain. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs, grâce à mon ami le ministre de l'énergie, Aziz Rabat, et sa secrétaire d'État, Madame El Wafi, nous sommes intervenus à Marrakech à ce colloque sur les énergies renouvelables pour démontrer que nous avons là un challenge qu'il ne faut pas combattre. Donc, Afrique défi, nous avons de nombreux défis à relever sur le continent africain et il faut que nous arrivions à le faire. Donc, je me soumets donc à vos questions. Parce que je suis disponible. C'est pour cela, Excellence, qu'on n'a pas mis au hasard ce beau mot-là, c'est le champlissage tout à fait. du continent, des leaders africains et le champlissage du continent, c'est pas normal. Donc, ravi de nous avoir permis d'avoir certains débats avec votre Excellence. Et déjà, reçu votre parcours professionnel, ravi de nous avoir consulté dans le cadre de l'étudiant Victor. Encore, vous étiez président fondateur, viens voir puisque on présente ce président fondateur du magasin de puis on reçu aussi le CAPES et pas mal de divers postes que vous avez chapeauté déjà. C'est un palmarès très très riche et un passé très varié. Alors, merci d'avance encore d'accepter nos questions. Ce sont des questions que nous allons, Inch'Allah, éditer sur notre magazine le numéro 6 du mois février de ce mois-ci. Alors, la première question, Excellence, parlez-nous donc de votre parcours si riche et diversifié en tant que politicien et homme de sciences. En tant que politicien d'abord, très tôt, j'ai été préoccupé par le sort de notre continent. Ça veut dire qu'en tant qu'étudiant, j'ai milité dans des organisations panafricanistes, notamment en France, j'ai été membre de la Fédération des étudiants d'Afrique noire en France, la FEANF. J'ai été également un des responsables de l'Association des étudiants congolais en France, qui était elle-même une organisation affiliée, membre de la FEANF. Et c'est dans le cadre de la FEANF que j'ai rencontré
des aînés qui étaient nos formateurs à la FEANF. Vous avez, entre autres, du président Alpha Condé de la Guinée, que je connais personnellement, et d'autres chefs d'État, le président Issoufou du Niger, le président Ibrahim Boubacar Keïta. Toutes ces personnes ont été nos aînés politiques, en dehors de Issoufou qui est à peu près mon âge, mais les autres, nous avons travaillé ensemble. Alors, ce parcours politique qui a été plutôt très influencé par les idées de la gauche française, parce que cette gauche était anti-impérialiste, cette gauche était pour l'autodétermination des peuples africains, pour que ces peuples africains puissent avoir aussi une identité politique. Nous avons travaillé dans ce sens-là, et c'est dans ce cadre que j'ai rencontré aussi, en tant qu'étudiant, le président François Hollande, qui est un ami aussi, que je connais depuis 1978, et nous avons toujours fonctionné ensemble, et c'est grâce à tout ce monde que je me suis retrouvé dans le giron des socialistes européens. Ensuite, je n'ai pas parlé du président Laurent Gbagbo, qui est mon parrain à l'Internationale socialiste, parce que c'est lui qui m'a parrainé pour devenir membre de l'Internationale socialiste. Et ici au Maroc, je suis un partenaire de l'USFP, l'Union socialiste des forces progressistes, avec lesquelles je suis en partenariat au niveau de l'Internationale socialiste. Et hier, j'ai été reçu par le président Habib El Maki. J'étais d'ailleurs avec mon frère M. Triwesh. Et avec El Maki, nous sommes toujours dans cette vision panafricaniste qui doit faire un peu l'avenir de notre continent. Dans ce sens que le problème se pose même aujourd'hui en termes de génération. Vous voyez, nous appartenons à une génération et qui a fait toutes ses armes politiques à l'ombre de nos aînés politiques. Et aujourd'hui, il s'avère que les mentalités ayant évolué dans la société africaine, notre génération, qui a un pied dans la génération de nos aînés et l'autre pied dans la génération de notre petit frère et de nos enfants qui sont en train de monter, notre génération devient une génération charnière, une génération de transition qui a la mission de tracer le canevas dans lequel nos enfants, nos petits-enfants vont essayer de cheminer pour conduire l'Afrique à devenir un continent qui compte dans cette civilisation de l'universel qui est en train de voir le jour désormais. Donc mon parcours politique a été influencé par des grands hommes qui ont un peu incarné, si je peux dire ainsi, l'identité politique africaine. Je parle du roi Mohamed V qui est dans ce pays parce que j'ai beaucoup étudié sa vie, comment il a été déporté, comment il a été traqué par les puissances coloniales et quelle était sa vision. C'est des hommes, ce sont des personnalités qui ont été un peu, je dirais, en avance sur leur temps. Parce que tout ce qu'ils ont dit à cette période, c'est ce que nous sommes en train de remettre en place aujourd'hui. Donc il faut reconnaître que l'Afrique a eu aussi des grandes figures qui, malgré les conditions très difficiles et le contexte colonial dans lequel ils ont évolué, ces grandes figures auraient pu être aujourd'hui des figures importantes dans un partenariat international entre l'Afrique et les autres puissances de la planète qui est en train de se redessiner. Et au niveau universitaire, j'ai fait donc les études de biochimie et de génétique à l'université de Poitiers. J'ai soutenu ma thèse là-bas, j'ai commencé à travailler là-bas, j'ai été recruté au Centre national de la recherche scientifique, au CNRS, en France. J'ai travaillé sur le paludisme, j'étais avec un collègue sud-américain qui s'appelle Pataroyo. Nous étions en train de travailler, lui sur le vaccin contre le paludisme, et moi sur la recherche sur de nouvelles molécules antipaludiques pour faire des traitements qui s'adaptent avec la variation du microbe du paludisme, parce que c'est un microbe qui est tellement intelligent qu'il arrive à s'adapter à tous les traitements que l'homme met en place. Et donc on assiste à une chimiorésistance de ce parasite qui fait que, par exemple, quand nous étions gamins, on nous soignait le paludisme avec la névaquine, avec la quinine, mais tous ces médicaments sont devenus totalement
je dirais, dépassée, parce que l'intelligence mise en place par ce parasite a fait que le parasite se met à se jouer de toutes les stratégies que l'homme peut mettre en place en face de lui, et c'est quand même une pathologie qui fait beaucoup de dégâts dans les zones tropicales et équatoriales sur toute la planète. Il n'y a pas qu'en Afrique, il y a aussi l'Amérique latine, il y a aussi l'Asie, partout la malaria sévit. Il y a lieu de chercher des parades à cela. J'ai travaillé sur toutes ces questions. J'ai donc enseigné à l'université de Dakar, à Cheikh Anta Diop, comme biologiste et comme biochimiste. Puis de là, j'ai enseigné également à l'université de Brazzaville, à Mariam Wadi, où je suis toujours en fonction titulaire de la chaire de biochimie et de génétique à la faculté des sciences et techniques de l'université Mariam Wadi. Voilà à peu près mon parcours. Mais reconnaissent la valeur des dialogues, disons en tant qu'Africain, la valeur de la palabre pour trouver les solutions idoines qui, tout en mettant les peuples à l'abri des violences de type guerre civile et autres, font avancer le système dans une espèce de compromis. Et je crois que pour notre continent, il faut que le compromis politique devienne la règle, parce que les Occidentaux nous ont prouvé aussi qu'ils ont dépassé la culture de la guerre civile à l'intérieur des États, parce qu'ils ont opté pour une démocratie participative. Il faut que le citoyen puisse être impliqué, sollicité, consulté sur les grandes décisions qui le concernent. Pour éviter que ce soit les dirigeants qui, ayant revêtu le costume de grands dirigeants du pays, imposent des choses à leurs citoyens. Il faut qu'il y ait un certain nombre de décisions pour lesquelles la voix du peuple devrait être entendue, soit par une démocratie de représentativité comme le Parlement, soit par une démocratie basée sur les référendums, où on consulte régulièrement les citoyens. Et ça, c'est le cas par exemple de la Suisse. La Suisse consulte ses citoyens, même pour construire seulement un édifice. On doit construire une mosquée quelque part, une église, on consulte la population. On doit faire ceci, on consulte la population, de telle sorte que la population se sente impliquée dans les décisions que prend l'exécutif. Et ça fait partie des choses qu'on retrouve aussi dans la culture africaine. Dans toutes les cultures africaines, on a toujours constaté que les chefs consultent toujours leurs sujets sur les décisions qu'ils doivent prendre qui concernent la gestion du village ou la gestion du groupe sociologique. Et je crois que les États modernes devront aller vers là, surtout pour notre continent, l'Afrique, qui est aujourd'hui convoité par toutes les grandes puissances qui pensent que l'avenir du monde se joue désormais sur le continent africain. Vous avez d'un côté la Chine qui veut arriver, de l'autre côté les Européens qui sont ici depuis la colonisation, qui ne veulent pas perdre le terrain, et d'autres puissances comme les États-Unis qui pendant longtemps ont marché la main dans la main avec les Européens, mais qui aujourd'hui veulent jouer aussi leur propre carte. Et donc l'Afrique, pour prendre un peu une image typiquement de la culture de chez nous, l'Afrique ressemble à cette belle fille du village que tous les garçons veulent venir épouser. Et donc c'est à nous de savoir comment nous allons faire face à toutes ces situations qui sont des situations qui peuvent devenir à haut risque si nous les négocions très mal. Pour nos enfants, pour nos petits-enfants, ça peut devenir dangereux. Il faut surtout prendre soin à ce que l'Afrique ne ressemble pas demain comme les États-Unis d'hier. Vous voyez que les États-Unis, c'était aussi des migrants. Les mêmes migrants que nous voyons aujourd'hui, qui sont en train de mourir très nombreux dans la vie. Aujourd'hui, il y a tout un courant de pensée dans cette zone qui remet un peu sur la table la notion d'Amérique centrale. Voilà. Je vous laisse. Merci. Je suis très prolixe. Pas de problème. Son Excellence, vous utilisez la jeunesse du sport au Congo-Brazzaville. Comment vous visualisez les perspectives de la jeunesse du continent africain en général et quelle serait l'impact des décisions prises récemment dans le champ Je dois d'abord dire,
que la jeunesse africaine a besoin d'être formée. Et ça, je parle beaucoup de ça avec mes amis marocains aussi. Pourquoi on doit former la jeunesse africaine? Parce que c'est une jeunesse qui va gérer une période où la voix de l'Afrique devra être entendue, où l'Afrique devra mériter une place dans le concert des continents, dans le concert des civilisations. Et pour cela, il faut donc une jeunesse qui soit consciente des enjeux. Et c'est pour cela qu'il faut qu'elle soit formée. Il faut qu'elle soit formée, alors, pas seulement politiquement, mais culturellement, il faut qu'elle soit formée, technologiquement, il faut qu'elle soit formée, parce qu'il faut que l'Afrique commence aussi à développer des technologies endogènes. Vous voyez, on ne peut pas seulement se baser sur le transfert des technologies qui se ferait dans un sens, du nord vers le sud, mais le transfert de technologies devrait devenir, ça je l'ai dit quand je l'ai défendu quand j'étais ministre de la Recherche scientifique, le transfert de technologies doit se faire dans les deux sens. Ces technologies occidentales descendent vers chez nous, mais nous avons aussi des technologies qui sont peut-être à l'état embryonnaire parce qu'elles ont été totalement étouffées par la puissance de l'Occident, mais ces technologies endogènes peuvent être revalorisées par les Africains eux-mêmes. C'est pour cela qu'il faut que les jeunes soient formés à cela, de façon à ce qu'ils puissent dire un jour, tiens, l'Occident nous a amené ici, ceci, mais nous déjà, nous avions ça dans notre culture, voici comment ça se faisait, voilà comment nous pouvons améliorer cela pour que ça soit compétitif. Il ne faut pas aussi que ça soit seulement, après avoir reçu les technologies occidentales, que ce soit maintenant la Chine qui nous amène ces technologies ou l'Asie. Il faut cesser de faire de l'Afrique un continent qui est presque sous assistance permanente. Il faut que dans certains domaines, les Africains puissent devenir des inventeurs, des créateurs. Et c'est pour cela que nous pensons qu'il faut que la jeunesse soit formée. Elle doit être formée, elle doit être au même niveau que les jeunes des autres continents qui eux sont formés pour continuer à asseoir la suprématie de leur continent. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, c'est qu'il faudrait que le continent, effectivement, soit dirigé par une génération de dirigeants qui mettent de côté les querelles intestines propres au continent et qui positionnent le continent comme une espèce de bloc homogène sur un certain nombre de sujets et qui peut parler d'une seule voix en face des autres. J'ai été, en tant que membre de l'Internationale socialiste, associé à la réflexion avec les Européens sur un thème dans lequel j'ai fait aussi une intervention, construire notre avenir commun. Cette réunion s'est tenue à Berlin au mois d'avril dernier. Elle était organisée par nos amis du SPD allemands. Et Mme Angela Merkel nous a apporté sa contribution. Donc ce que vous voyez maintenant des sommets Europe-Afrique découle directement de cette discussion que nous avons eue à Berlin. Et vous voyez qu'aujourd'hui, l'Europe s'intéresse encore à l'Afrique et veut introduire une nouvelle notion de coopération qu'on appelle la coopération, je dirais, gagnant-gagnant. Alors il faut que nous-mêmes on sache, quand on parle d'une coopération gagnant-gagnant, qu'est-ce que ça veut dire pour nous Africains. C'est pas seulement gagnant-gagnant en termes d'argent, mais ça doit être gagnant-gagnant en termes d'évolution des sociétés, en termes de développement, en termes d'intégration dans un processus mondial et planétaire où chaque groupe a une personnalité qui peut s'exprimer. L'Afrique ne peut pas être le petit continent qui n'a pas de personnalité devant les autres. Donc c'est tout ça. Alors l'Union africaine, moi je l'ai dit aussi à certains de mes amis qui sont devenus chefs d'État, que c'était anormal que le budget de l'Union africaine, le budget du fonctionnement de l'Union africaine à Addis Abeba, dépende en partie de l'apport de l'Europe ou des Occidentaux. Alors, est-ce qu'il est possible
que nous puissions avoir la possibilité, la capacité de gérer nos problèmes nous-mêmes. Tu peux répondre à exaucer, c'est mon beau-fils qui vient de mari de ma fille aînée. Ici, il est basketteur, il joue au rugby. Donc voilà le problème, comment il est. Il faut que l'Afrique arrive à affirmer sa personnalité. C'est pour là que votre question est vraiment pertinente. Nous sommes dans une phase, une période d'enjeux. Et ces enjeux doivent être portés par une jeunesse, par un groupe qui est conscient. Mauvaise ancêtre. Je ne sais pas quelle est l'autre question politique. Ouais. Votre parti Convergence Citoyenne avait assuré l'alternance dans le pays. Comment il est positionné actuellement sur l'échiquier national? Alors, la Convergence Citoyenne est un parti d'opposition. Ce n'est pas une opposition radicale. C'est une opposition qui veut conduire un peu le débat politique tel que je viens de le dire. C'est-à-dire, il faut qu'on arrive à instaurer sur la scène politique africaine un type de relation, un type de rapport entre les gouvernants, c'est-à-dire ceux qui ont gagné les élections, et ceux qui sont censés être leurs opposants. Il faut que les procédures, je dirais la culture du dialogue et de la consultation permanente deviennent un mode de gestion pour ceux qui sont au pouvoir. Pour qu'il n'y ait pas une forme d'exclusion des perdants des élections face à une espèce de domination et de suprématie totale des gagnants ou des vainqueurs. Et ça crée toujours des frustrations qui font que lorsque un régime gère de cette manière-là, ceux qui sont dans l'opposition se sentent exclus de la gestion et multiplient les difficultés pour que ceux qui sont au pouvoir ne puissent pas avancer. Aussi, quand vous avez gagné l'élection, vous arrivez à tendre la main à votre adversaire battu pour dire « je vous ai battu », mais ça ne veut pas dire que tout ce que vous avez proposé n'a pas retenu mon attention. Tout ce que vous avez proposé dans votre campagne, asseyons-nous pour qu'on voit comment on peut intégrer ça dans le processus. À ce moment-là, des pays africains qui n'ont pas encore tout à fait acquis la culture démocratique peuvent fonctionner dans une espèce d'environnement apaisé avec ce que j'appellerais des gouvernements d'union nationale ou de salut public. Vous voyez? Et ça va rendre les oppositions africaines plutôt constructives que des oppositions qui seraient radicales en train de se battre pour que, à tout prix, celui qui est assis dans le fauteuil présidentiel soit chassé ou qu'il soit renversé ou qu'il perde le pouvoir pour que je m'y installe. Et moi, quand je m'y serai installé dans les mêmes conditions, ceux que j'aurai chassés vont s'organiser pour m'empêcher de travailler. Vous voyez que ça fait partie des grosses, je dirais, des grosses tares de la politique africaine, surtout en Afrique noire. Parce qu'on ne voit pas le même phénomène dans les pays du Maghreb, où il y a quand même une culture d'ouverture qui est un peu assise, mais dans les pays de l'Afrique noire, il y a d'abord le problème de la nation. Les nations dans ces pays ne sont pas tout à fait bien constituées, parce que ces nations sont en réalité une juxtaposition de groupes ethniques ou de tribus qui n'ont appris à vivre ensemble dans un espace qui n'a été formé que par les colonisateurs. Ce n'est pas les tribus ni les royaumes africains de l'époque qui avaient signé des accords entre eux pour dire bon, nous allons constituer tel pays. Les pays africains tels qu'ils sont aujourd'hui, derrière les frontières héritées de la colonisation, ça c'est un des principes de l'Union africaine, que le roi Mohamed V avait voulu enlever. Et ce sont les Occidentaux, les puissances coloniales, qui se sont opposés à cette idée-là. C'est-à-dire que si, comme le disait Mohamed V, on faisait de l'Afrique un bloc panafricaniste où les frontières n'existaient plus pour éviter les querelles des tribus,
Si on avait fait cela, l'Afrique aurait évolué comme les États-Unis, or, les puissances coloniales ont voulu préserver leurs intérêts, leurs anciennes colonies, malgré les indépendances qu'ils avaient données. Du coup, c'est constitué sur le continent africain des blocs anglophones, des blocs francophones, des blocs lusophones, des blocs hispanophones, et aucune de ces puissances coloniales ne voulait laisser ces anciennes colonies, même indépendantes, essayer d'évoluer à leur manière, à leur rythme. Et donc, du coup, les pays africains ont ces problèmes, surtout les pays d'Afrique noire. Au sud du Sahara, nous avons ces problèmes. Qu'on prenne la crise au Mali, entre les Touaregs et les autres, les peuples, je dirais, négroïdes et les peuples plutôt de souche berbère et autres, il y a comme une espèce de problème. Si vous descendez plus bas, les problèmes deviennent entre noirs, mais plutôt des problèmes de tribus et d'ethnie. Dans tous les pays, vous trouverez des problèmes ethniques. Et quand ces problèmes ethniques viennent s'ajouter des problèmes religieux, où on commence à dire il y a des intégristes musulmans, il y a ces intégristes catholiques, chrétiens, il y a des intégristes, tout ça, ça amplifie les possibilités d'éclatement de nos nations. Il faut donc que dans tous ces problèmes, on arrive à faire table rase de tout ça, tout en reconnaissant notre croyance en Dieu. Mais Dieu ne nous a pas appris à nous battre entre nous. Dieu nous a appris une loi qui est la loi de l'amour. Nous sommes frères, nous devons nous aimer, nous devons travailler ensemble. Donc, il faut qu'on revienne vers les fondamentaux qui nous sont enseignés par les différentes religions auxquelles nous croyons. C'est très fondamental. Ensuite, il faudrait que la question nationale soit vue différemment. Comment faire cohabiter, coexister pacifiquement dans un même pays, des ethnies, des groupes sociologiques, de rien de disposer à vivre à ce qu'on peut se vivre ensemble, et s'il n'y avait pas eu la colonisation. La colonisation a son côté positif, mais il y a aussi le côté négatif. Et ces côtés négatifs, il faut qu'on arrive à les corriger. Donc il faut voir comment faire en sorte que les partis politiques, par exemple, dans les pays d'Afrique noire, deviennent des partis idéologiques et non pas des partis ethniques. Vous voyez, aujourd'hui, on voit dans beaucoup de pays africains le congrès mondial des jeunes socialistes de la planète. Il y a plus de 140 délégations représentant 140 pays du monde entier qui sont là-bas. Et les Congolais ne sont représentés que par les jeunes de mon parti parce que les autres, on ne les connaît pas. Il y a des jeunes de l'USFP qui sont là-bas. Et mon petit qui est là-bas m'a appelé tout à l'heure. Ouais, je vais vous dire ce qu'il m'a envoyé comme message. Il m'a dit, Président, il y a un problème ici entre la délégation du Maroc et la délégation du Polisario. C'était second. C'est second. Il vient de me dire... Dans chaque congrès, c'est comme ça. Oui, quelle est la position que je dois défendre ici? Je lui ai dit, tu n'as pas oublié que la position de l'international socialiste, nous sommes d'accord avec nos amis marocains. Il faut, tout en reconnaissant que le Sahara occidental fait partie intégrante du Maroc, quand il y a cette querelle qui s'installe, nous avons vu comment le président Hajbani avait organisé la marche verte ici. C'était pour essayer de montrer que ceux qui voulaient se détacher du Maroc et créer l'État sahraoui, c'était une tendance, mais qu'elle n'était pas majoritaire. À la limite, on peut dire qu'elle était radicale. Et donc, il faut arrêter d'avoir tiré les guerres, et puis à mener progrès. Et puis, j'ai dit aux jeunes, n'oubliez pas que notre intérêt aujourd'hui, c'est de voir le Maroc retrouver sa place au sein de l'Union africaine. Et si vous mettez encore le doigt dans cet engrenage du Polisario, nous allons perdre beaucoup de choses parce que le Maroc peut freiner son retour à l'intérieur de l'Union. Ensuite,
parce que les gens étaient en train de livrer la cour là-bas, le président des jeunes qui est là-bas, il dit toi tu restes sur la position du Maroc, parce qu'il y a des jeunes du FLN, de l'Algérie, qui sont là-bas aussi en train de faire leur cuisine. C'est chaud. C'est vrai. Bref, bon, pour la quatrième question, je crois que j'ai déjà une réponse. C'est comment sont vos relations politiques en tant que parti socialiste avec d'autres partis de la même étiquette, on applique spécialement au Maroc. Je crois que vous avez déjà répondu. Avec l'USFP, moi je me souviens, je suis venu ici une fois quand le Premier ministre était issu de l'USFP, comment il s'appelait, Abdelrahman Youssouf. Oui, tout à fait. Et l'alternance. Oui. Nous étions en train de travailler là-dessus. On disait qu'il fallait que les valeurs des socialistes et de la social-démocratie, en termes de solidarité, en termes de justice sociale, en termes de liberté, soient mieux gérées pour que le pays ne se déchire pas. Donc, je crois qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. Et on ne peut pas être aussi une force politique repliée sur elle-même. Il faut qu'on comprenne aussi que la société, elle est constituée de tous les courants et de toutes les tendances qu'il peut y avoir. Il faut réussir à concilier tout ça pour faire un ensemble homogène et cohérent. Par exemple, nous au Congo, moi je ne suis pas d'accord à 100% avec la politique que mène le président Sassou Nguesso. Mais j'ai vis-à-vis de lui une attitude qui fait que il me respecte comme je le respecte. C'est-à-dire que quand il y a une question, je ne suis pas dans des positions radicales où dire on va prendre les armes, on va aller les combattre. Non, je dis on va s'asseoir, on va parler, on va faire ceci. Et le président Sassou me consulte quelquefois. Il me consulte quelquefois, il me dit oui, mais ministre Mbaya, je vais prendre telle décision, vous qu'est-ce que vous pensez de ça? Je lui donne mon avis. C'est vrai que les autres membres de l'opposition qui sont dans des positions radicales apprécient cela très mal. Et ils pensent que je viens apporter des arguments pour que le pouvoir reste encore. Parce que eux, dans l'unité, il faut que le pouvoir parte. Moi, je dis, mais oui, mais d'accord, si vous voulez que le pouvoir parte, il faut être sûr que quand il partira, il va partir pour rester tranquille. Elle peut être une coopération d'État à État, mais elle peut être aussi une coopération décentralisée. Et pour qu'il y ait une coopération décentralisée, il faut donner certaines prérogatives aux régions dans un pays. Par exemple, on peut organiser des jumelages entre régions de différents pays. À ce moment-là, c'est une décision qui doit d'abord dépendre du pouvoir central, qui doit organiser un État décentralisé. Une fois qu'on a fait cet État décentralisé, la loi doit fixer les compétences des régions décentralisées. C'est à travers ces compétences des régions décentralisées qu'on peut envisager la coopération décentralisée qui peut aboutir à des jumelages des régions. Ensuite, il ne faut pas que ces jumelages de régions remettent en cause l'intégrité territoriale des nations ou des républiques. Vous voyez? Donc, c'est une question seulement de texte. L'encadrement juridique de ces jumelages. Mais nous, en tant que sociodémocrates, nous sommes pour les jumelages des régions. Et dans mon pays, par exemple, dans le projet de société de mon parti, il est prévu une loi de la décentralisation qui offre une certaine autonomie aux régions. Autonomie à la fois financière, c'est-à-dire que chaque région, en fonction de ses capacités et de ses potentiels, doit créer sa propre fiscalité, doit pouvoir être encouragée pour développer des filières qui sont en relation avec les potentialités de la région. Si c'est une région agricole, on doit leur donner les moyens pour que l'agriculture devienne voilà.
Si c'est l'industrie, il faut qu'on leur donne des moyens, ainsi de suite, de telle sorte que, à terme, on puisse aussi créer une espèce de fonction publique régionale. Et il faut qu'on montre aussi quels sont les domaines dans lesquels les régions doivent être autonomes. La question de la santé, par exemple, la question de l'éducation et de la culture, la question du développement agricole, tout ça, ça peut être des domaines que l'État central peut confier directement aux régions. Et à partir de ces domaines confiés aux régions, les régions peuvent envisager les coopérations décentralisées avec des régions d'autres pays qui ont les mêmes compétences. Il y a une complémentarité qui se fait et des échanges qui peuvent faire que, d'abord, ça va renforcer la solidarité entre les régions d'États différents, ça va renforcer les relations d'amitié et de fraternité entre les pays. Et donc, l'avenir du continent se situe aussi à ce niveau-là. Vous voyez, moi je suis très intéressé, et la question m'a été posée par le président du Parlement hier. Comment moi je voyais la future adhésion du Maroc à la CEDEAO. Bon, c'était là bientôt.